Bonsoir, Monsieur Diaw. Bonsoir. MD Corporate, un cabinet de consultance, d'externalisation, de recrutement et d'intérim, a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Amadou Diaw, manager africain hors pair, dans le cadre de son public reportage sur la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes au Sénégal. Tout d'abord, Monsieur Diaw, nous vous remercions de nous avoir reçus et c'est un grand honneur de vous rencontrer. Donc nous voulons d'emblée que vous fassiez votre présentation. Me présenter, c'est toujours difficile, vous le savez, de parler de soi. Mais s'il fallait résumer, je dirais un citoyen du monde, né au Sénégal, amoureux de son pays, amoureux de son continent, et convaincu que tout être humain a une mission sur Terre. Et il se trouve que la mienne porte sur l'accompagnement des ressources humaines de mon continent. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis que Dieu m'a permis de mener mes études à terme. J'essaie de me consacrer aux hommes, à l'accompagnement des hommes, essentiellement par le biais de l'éducation. Voilà. Et qui parle de M. Diaw, automatiquement on pense à l'Institut supérieur de management. D'où vous est venue l'idée de mettre sur pied cet institut supérieur de management qui bénéficie d'une renommée au niveau national d'abord et à l'international, d'une bonne renommée? Effectivement, c'est ça qui est lourd. Si lorsqu'on parle de l'ISM, on pense à Amadou Diaw, lorsqu'on parle d'Amadou Diaw, on pense à l'ISM, ça vous donne une idée de la charge et de la responsabilité. On n'est plus maître de soi. Il y a un moment dans le secteur de l'éducation où on n'est plus maître de soi. Et ça, c'est quelque chose de lourd. L'idée, je parle avec mes amis, je racontais ça il y a quelques jours, je parle avec mes amis de lycée qui me rappellent qu'en classe de 3e, je récitais par cœur les adresses des écoles de commerce business school du monde, en classe de 3e. Déjà. Donc c'était un intérêt. Et puis j'ai suivi cela de près, l'évolution des écoles, de très près. Et j'ai fait mes études, paradoxalement, moi en milieu universitaire d'abord, je suis un pur produit du public. J'ai fait toutes mes études dans le système public, jusqu'à mon année de spécialisation, où je me suis retrouvé dans une école de commerce. Mais sinon, j'ai fait mes études en système public, lycée public et universitaire. Mais ça ne m'a pas empêché d'être un observateur permanent de l'évolution des business schools et des universités dans le monde, en ayant toujours à l'esprit d'adapter cela à notre continent, l'Afrique. Et le projet a été élaboré dans sa version vraiment complète en 1985. J'avais donc 24 ans. Et ça a été mis en place en 1992. Donc c'est un accouchement après 7 années de gestation. Je pense que c'est quelque chose que je mets dans le cadre des leçons à tirer, en tout cas, que le projet a mûri pendant 7 ans pour véritablement voir le jour. Voilà. Ce n'est pas un coup de tête. Oui. Voilà. Donc après mûre réflexion, vous avez finalement donc décidé de mettre sur pied l'ISM. Est-ce que vous étiez seul ou bien il y avait d'autres pionniers qui vous ont accompagné durant ce parcours? C'est un projet personnel. C'est une réalité, c'est un projet personnel. Mais aussi engagé que l'on soit, on ne peut pas aller seul. Donc très tôt, des camarades de promotion se sont engagés à mes côtés. Nous venions d'avoir nos premiers salaires véritablement quand on a travaillé sur ces questions-là. C'était la fin de nos études, des premiers emplois. Et des camarades de promotion ont accepté d'être à mes côtés pour offrir des bourses aux premiers inscrits. C'est ainsi que donc 3 ou 4 camarades de promotion ont à mes côtés offert des bourses. En plus de ces camarades de promotion, quelques membres du patronat, puisque j'avais travaillé au patronat, ont accepté de donner des bourses. Puis quelques personnalités du pays ont accepté de donner des bourses. Donc, vous avez une idée autour d'un promoteur et j'ai fait appel à des contacts qui ont accepté de prendre en charge les premiers étudiants. Voilà la réalité. Voilà. Au vu maintenant de tous les sacrifices que vous avez concédés pour en arriver là, alors qu'il y a un adage qui dit que toute récompense se mesure à la peine assumée pour l'obtenir. Pensez-vous que la récompense que vous avez obtenue est égale au sacrifice que vous avez concédé? Je suis croyant. Les récompenses ont été immenses. Elles ne sont pas matérielles. Oui. Les plus belles récompenses, c'est lorsque
une étudiante de la première ou de la deuxième promotion vient à la cérémonie de remise de diplôme pour son fils qui est né après, qui s'est inscrit à l'ISM et qui a son diplôme. Ça, c'est une très belle récompense. La récompense, c'est lorsque vous voyez deux étudiants, 15 ans après, vous dire nous nous sommes mariés et voilà nos enfants. Ça, c'est une récompense. La récompense, c'est lorsque vous prenez l'avion et que quelqu'un vient vous tapoter l'épaule en disant Monsieur Diaw, j'ai été votre élève, voilà ce que je suis devenu aujourd'hui, merci. La récompense, c'est lorsque vous croisez une dame qui est avec son époux, qui dit à son époux, voilà le monsieur dont je vous ai toujours parlé, à qui je dois tout. Lorsque vous entendez des choses de cette nature, alors que ces personnes ne me doivent rien, elles doivent tout au bon Dieu, tout simplement. Les choses n'ont fait que passer par ma main. Mais voilà, donc j'ai été immensément récompensé. Bien au-delà des sacrifices. Est-ce que c'est le même sentiment que vous ressentez lorsqu'on vous dit aujourd'hui que M. Diène, ancien étudiant à l'ISM, dans la promotion DSS en ingénierie financière, actuellement qui dirige AMD Corporate, spécialisé dans le recrutement, est-ce que c'est le même sentiment que cela vous procure? Mais c'est un bonheur lorsque M. Diène, entouré de ses collègues, entouré d'une équipe, vient et que je le reçoive à mon domicile comme aujourd'hui, c'est parce que c'est un bonheur. Voilà. Il y a Confucius qui disait un jour que l'humanité commence d'abord à s'aimer soi-même et s'aimer ceux à qui on doit être homme parmi les hommes. À qui devez-vous le modèle que vous êtes aujourd'hui? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On grâce toujours d'abord à ses parents, bien évidemment. Mais dans mon entourage direct, il y a ce que j'appelle des phares. Il y a des phares. Il y a les phares qu'on a par sa famille. Du côté paternel, Lamine Gueye est un phare. Et du côté maternel, Birago Diop est un phare. J'ai passé l'essentiel de ma jeunesse aux côtés de quelqu'un qui s'appelait Birago Diop. Pas suffisamment connu, mais qui m'a donné le goût de la lecture, l'observation, l'intérêt pour la culture. Donc ça, c'est ce que j'appelle les phares. Cette aptitude à observer, une passion pour l'histoire, m'ont permis d'aller vers d'autres personnes qui, à mon avis, ont bâti notre nation. Et là, c'est tous les gens qui nous ont accompagnés aux indépendances. Je ne veux pas en oublier, mais c'est Amadou Mokhtar-Mbow, c'est Cheikh Hamidou Kane, c'est Mamoudou Touré, tant de personnalités dont on parle aujourd'hui, mais que l'ISM a honoré avant tout le monde. Voilà. Voilà. Donc on parle de l'ISM, qui parle de l'ISM, parle de formation de qualité, alors qu'actuellement on constate une conjoncture actuelle du marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Qu'est-ce que j'en pense? Mon analyse est la suivante. On est dans un pays où on attend les résultats du prochain recensement, à peu près 13-14 millions d'habitants. 300 000 emplois formels et énormément d'emplois informels. Un établissement comme l'ISM met sur le marché à peu près 1000 diplômés, certes appartenant à plusieurs pays, de plusieurs nationalités. Donc il nous faut sortir du carcan de l'emploi formel, à mon avis, c'est peut-être prétentieux, pour aller vers de l'auto-emploi et à un rythme intense. Aujourd'hui, on parle de 300 000 emplois formels. Levons-nous pour créer 300 000 emplois, auto-emploi. Et c'est ça qui va donner des entreprises. Et nous avons besoin d'un accélérateur. Et cet accélérateur partira nécessairement d'une volonté politique, parce que je considère que le boom des écoles de commerce, des écoles de management est réalisé. Ça veut dire que les acteurs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Dès le moment où vous arrivez dans un pays comme le nôtre, où plus du tiers des étudiants aujourd'hui est inscrit dans un établissement privé et souvent une école de commerce, ça veut dire que là c'est fait, les hommes sont là. Il faut un cadre politique qui favorise l'émergence de PME et de micro-entreprises. Mais en masse, dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans la culture, dans tout. Mais ça, l'État a sa part de responsabilité. Oui, je vois que là où vous terminez d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Vous parlez d'auto-emploi, vous préconisez en fait de faire de l'auto-emploi la locomotive du développement du Sénégal. Mais est-ce que, tenant compte des réalités et des différentes phases qu'on a testées par rapport à l'auto-emploi et qui n'ont pas abouti, est-ce que vous pensez que le contexte est propice pour la promotion de l'auto-emploi? Le contexte est toujours propice, mais il faut aller à la racine du mal.
nous formerons des créateurs d'entreprises lorsque nous aurons pris conscience que les actions doivent être menées dans les premières classes de l'école primaire. Lorsqu'on travaillera sur la créativité des jeunes à l'école primaire. Ne pas attendre comme on l'a fait dans le passé, à ce que des gens aient une maîtrise et qu'on leur dise, bon, monsieur tel et monsieur tel, vous ne vous connaissez pas, mais on vous met ensemble, allez ouvrir une boulangerie dans le sud du Sénégal. Non, ça c'est les catastrophes qui ont été vécues, on connaît ça. On sait ce qui reste aujourd'hui comme entreprise venant de ces programmes-là. Donc, il faut que ce soit pensé avec certes un enseignement supérieur de qualité, on a besoin d'une élite. Il faut des actions menées à la base, créativité, et il faut de la formation professionnelle pour au moins un tiers des sortants des classes de 3e. Voilà, vous parlez de formation professionnelle. Aujourd'hui, si vous faites le ratio entre le nombre d'étudiants que forme l'ISM et le nombre d'étudiants qui réussissent à s'immiscer dans le monde de l'emploi, est-ce que c'est un ratio satisfaisant? Le ratio est satisfaisant, mais aujourd'hui, vous ne savez que ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui d'un diplômé de l'ISM. Le jeune Sénégalais, son diplômé, c'est de bouger. Donc il s'internationalise. Aujourd'hui, je note que plus du tiers de nos diplômés, et c'est valable pour bien des écoles de commerce dans le monde, après l'obtention du diplôme, ou durant la dernière année, ou durant les 2 dernières années, s'internationalisent et deviennent ce que j'appelle des citoyens du monde. Aujourd'hui, ils sont un peu partout. Et ça, il faut l'accepter aussi. Le schéma classique où on a son diplôme, on a un emploi, au bout de tant d'années, on fait ça, ça a explosé. Aujourd'hui, le jeune diplômé, on ne peut plus le contrôler. Vous les cherchez, vous vous promenez au Chili, vous en croisez, vous croisez dans le sud de la France, j'en ai retrouvé, etc., etc. Les gens sont partis. On ne peut plus mesurer ça sous cette forme-là. Sont-ils engagés après l'obtention d'un diplôme dans quelque chose? Peut-être qu'ils sont allés au Ghana tout simplement se mettre à l'anglais. Peut-être qu'ils sont allés en Afrique du Sud, j'en ai retrouvé dans le commerce, etc., etc. Aidons-les à se réaliser, à être heureux. Celui qui, après l'obtention de son diplôme, a envie de s'enfermer et faire de la peinture, s'il est heureux en faisant de la peinture, acceptons-le. Donc faisons sauter certaines cloisons, créons d'autres emplois, veillons à ce que les industries culturelles aient une place, que l'agriculture reprenne sa place. Celui qui, après l'obtention de son diplôme, a décidé de s'occuper du petit lopin de terre derrière chez ses grands-parents, qu'il le fasse. Voilà. Donc il y a des murs à faire sauter juste. Voilà, donc par rapport toujours, restons dans le volet de formation professionnelle. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il y ait une inadéquation entre les formations proposées dans les grandes écoles du Sénégal et les besoins des entreprises? Alors, moi je viens du patronat. J'ai été dirigeant d'entreprise. Je ne suis pas issu du monde universitaire. Et c'est ce qui a été la force de l'ISM. Nous avons créé des programmes adaptés au monde de l'entreprise, qu'il a fallu modérer par la suite, tout simplement parce que nous avons eu besoin, ou parce qu'on nous a imposé plus tard, nous avons eu besoin des accréditations. Lorsque vous entrez, ce sont nos systèmes d'accréditation dans la sous-région qui ne sont pas adaptés aux besoins de l'entreprise pour le moment. Les normes CAMES, les programmes CAMES, je le dis, ne sont pas toujours adaptés aux besoins du monde de l'entreprise. Donc, acceptons de faire notre saut, de ne pas penser aux programmes qui sont donnés au bout de la chaîne et de remanier tout le système éducatif depuis la base pour l'adapter à l'innovation, à la créativité et que les gens s'intéressent à autre chose qu'à cette routine. C'est cette routine qu'il faut faire sauter. Donc vous parliez tout à l'heure de la spécificité de l'ISM par rapport à l'adéquation de la formation et des attentes en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques ou services que propose votre établissement? Alors, il ne faut pas que je sois prétentieux. À la création de l'ISM, nous avons tenté de faire ça, mais dès le moment où nous entrons dans le système des accréditations sur le continent africain, vous mettez un bémol à votre aptitude à créer des innovations pédagogiques. Faites plus attention parce que vous avez besoin des accréditations. Je veux dire, un système de reconnaissance. Donc, entre guillemets, on a moins le droit de faire les fous. Alors qu'en pédagogie, il faut savoir faire les fous de temps en temps. Donc ça, c'est une chose. Mais les autres services, aujourd'hui, pour moi, je mets l'accent sur le service à la communauté. C'est bien de former aux techniques de gestion, mais formons nos étudiants à être plus proches de leur communauté. Nous les préparons à l'entrepreneuriat social. Ce sont des pistes nouvelles, mais des pistes qui doivent s'imposer dans nos écoles et qui ne deviendront plus des business schools, mais school for business, mais business au sens noble du terme, en intégrant l'éthique. Voilà. Donc, il y a un adage qui dit que la personnalité ou bien la grandeur d'un homme se mesure par rapport à la manière dont il traite les petites gens.
Je vois que c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs quand je vous ai vu. Vous êtes en parfaite harmonie avec les jeunes étudiants de votre école. Dans quel but, dans quel intérêt? Quand c'est naturel en vous, je ne peux pas m'imaginer même une seconde vivant avec ces étudiants sans aller vers eux. C'est pas eux qui ont besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'eux. Pourquoi? J'aime dire que mon énergie, je puise mon énergie dans cette jeunesse-là. C'est lorsque je le répète souvent, lorsque le matin je vais vers les étudiants, je les regarde. Vous les voyez, ils ont des aspirations, ils ont des rêves. Vous les voyez dans le lycée, vous les voyez dans le supérieur. Et vous mesurez le poids de vos responsabilités. Vous dites non, il est temps que j'aille travailler, que je travaille plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Je puise de cette énergie et je me mets au travail. C'est moi qui ai besoin des jeunes, ce ne sont pas eux qui ont besoin de moi. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que cette harmonie en fait que vous avez avec les jeunes gens, vous puisez votre inspiration et votre force à travers cette population jeune qui se trouve dans votre institut. Donc, voulez-vous bien, Monsieur Diaw, nous donner une idée sur l'effectif que compose l'ISM? Effectif élèves ou effectif étudiants? Effectif étudiants. Le groupe aujourd'hui compte 4000 étudiants. 4000 étudiants sur une dizaine de campus. Vous avez le campus principal de Dakar, qui est celui qui est le plus connu, dans le quartier du Point E. Et d'autres campus vont naître même dans la région de Dakar, j'espère sous peu. On va s'étendre un peu plus encore. Et donc vous avez le campus du Point E. Et au-delà de ça, dans les régions. Donc Saint-Louis, qui est ma ville d'origine, j'ai tenu à y créer un pôle donc, très tôt. Et donc le pôle de Saint-Louis a aujourd'hui 10 ans, je crois. Donc ça s'est fait, un peu plus de 10 ans, ça s'est fait. Au lendemain de ce malheureux événement du Diola, voilà, en Casamance, vous vous souvenez, c'était un mois de septembre, nous avons jugé utile, là aussi, et pertinent, de nous implanter en Casamance. Et c'est une de mes fiertés, mais je pourrais en reparler plus tard. Donc nous avons fait cela dans quasiment toutes les régions du Sénégal et nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons attaquer conformément aux souhaits de l'État la zone Est, parce que vous avez noté que toutes les universités sont dans la zone Ouest. Là, nous allons attaquer la zone de Matam, de Tamba, Matam ou Ourossogui, où nous allons aussi nous implanter bien vite. Mais le cas de ces implantations régionales sont touchantes. Lorsque j'arrive dans une ville comme Ziguinchor, je me rends compte que beaucoup d'acteurs de la ville sont devenus des inscrits, des parents d'élèves, etc. dans ces établissements-là, quand ils ne sont pas professeurs. Mais au-delà de ça, il y a une appropriation, c'est leur école. Elle leur appartient. Ils me le disent, elle ne vous appartient plus, ça c'est notre école, monsieur Diaw. Et ça fait partie des récompenses dont on parlait. Voilà, donc au-delà du niveau local aussi, on voit qu'il y a beaucoup de nationalités en fait. L'ISM constitue un creuset de plusieurs nationalités. C'est combien de nationalités exactement? Alors, toujours un peu moins de 30 nationalités. Mais là aussi, dans notre vision, au-delà de l'assise nationale, il y a ce qu'on appelle la vocation internationale. On a souvent l'impression que l'on pousse les gens à rester ici. Non, je suis pour l'internationalisation totale du citoyen, de l'étudiant. L'étudiant doit savoir ce qui se passe ailleurs. Un étudiant qui n'a pas bougé, qui n'a pas vu autre chose, il y a un problème. Il faut l'aider à ça. Et c'est pour ça, on pourra en parler, je me suis battu pour, dans le cadre de la concertation nationale pour l'enseignement supérieur, je me suis battu pour la mise en place de cette mobilité semestrielle pour les étudiants, des bourses de mobilité pour les étudiants. Donc, la vocation internationale est fondamentale. Les gens viennent, parce que le Sénégal a un label qui est là. Étudier au Sénégal, c'est un très bon label encore. Ça date du début du siècle. Les gens venaient déjà à l'école de médecine de Dakar, à l'école William Ponty. Donc il y a un label étudié au Sénégal qui est très bon. Et au-delà de ça, le Sénégalais qui dans sa classe a 10-15 nationalités, lui, il voyage. Il voyage au contact des autres. S'il est suffisamment ouvert, s'il retrouve cette valeur qu'il a de teranga, en sachant aller vers les gens, le Sénégalais qui est sur place a la chance de voyager au contact du Malien, de l'Ivoirien, etc. Il apprend à connaître d'autres cultures. Et c'est une richesse pour lui. Tout à l'heure, vous parliez de difficultés. En fait, comme toute
route qui mène vers le bonheur, en fait, c'est parsemé d'embûches. Est-ce que vous avez eu à vivre des situations difficiles en instaurant en fait l'Institut supérieur de management? Je vous ai dit que les récompenses étaient extraordinaires, Oui. au-delà des sacrifices. Je ne me souviens pas, sur les 20 ans, Oui. avoir vécu une journée sans embûche. Par exemple. C'est tous les jours, c'est quotidien. Je dirige une entreprise. Il y a les embûches qu'on a en entreprise, déjà, mais dans mon quotidien pédagogique. Vous voulez aujourd'hui créer des réformes pédagogiques. L'homme est naturellement réfractaire aux innovations. C'est sûr. Donc tous les jours, il faut expliquer. Et tenant compte de notre position de pionnier et de leader, je dois innover tous les jours. J'innove tous les jours et tous les jours, je fais face à des obstacles. Ça, c'est en interne. Vis-à-vis de l'extérieur, on est en environnement concurrentiel. Il y a une concurrence qui est là. Donc tous les jours, je dois me battre pour maintenir ma position. Mais les embûches sont là. On traite avec un État. Un État dans un pays sous-développé. Il y a des obstacles. Mais il y a des obstacles à tous les niveaux. Et je vous le dis, je ne me souviens pas m'être couché un jour. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème du tout. Il y en a tous les jours. Et ça, il faut l'expliquer à tous les entrepreneurs. Dès le moment où il n'y a plus de problème, c'est qu'on a un vrai problème. Et pourtant, quoi que difficiles soient les embûches, les difficultés que vous rencontrez, vous faites toujours face à ces difficultés. Vous faites toujours face à ces difficultés en fait. Dans quel état d'esprit vous évoluez? Dans quel état d'esprit? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une jeunesse. J'ai toujours l'impression d'être encore tout jeune, tout frais. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. L'ouverture d'esprit, c'est fondamental. S'intéresser à tout. S'intéresser à la culture, s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de moi, s'intéresser aux gens qui sont autour de moi. Ça, c'est quelque chose d'important. La tolérance vis-à-vis de mon environnement. De la tolérance. Je peux être rigoureux dans mes actes, mais la tolérance vis-à-vis des hommes et savoir pardonner. Et en parlant justement de votre proche entourage, est-ce que vous œuvrez dans les actions sociales? Oui, mais il est difficile d'être dans l'éducation, d'abord. Et je crois que quand on opte pour l'éducation, c'est a priori qu'on fonctionne sur la base du social. J'habite une ville qui s'appelle Saint-Louis, qui est une ville plutôt pauvre aujourd'hui. J'habite un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est un pays pauvre. J'appartiens à un continent qui peut-être est riche par son sous-sol et où la misère est. Je suis un acteur sur ce continent. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas un seul jour, que je ne pose pas un acte social. Par rapport toujours à ce volet qui vous intéresse, à savoir l'éducation, Jean-Jacques Rousseau, dans son célèbre ouvrage Émile, disait que l'éducation, tout ce qui nous manque à notre naissance et dont on a besoin étant grand, nous est donné par l'éducation. Comment vous jaugez la responsabilité, cette responsabilité? Laquelle? De l'éducateur? Oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque le matin vous rencontrez des jeunes et que vous puissiez lire dans leur regard leurs aspirations, tout est responsabilité. Ça, c'est une chose. Lorsqu'un parent d'élève se lève, vous confie son enfant, il a la charge de l'éducation de cet enfant-là, il vous confie son enfant. C'est lourd. Lorsque vous avez 4000 enfants sous votre responsabilité, c'est encore plus lourd. Il faut les assumer. C'est une responsabilité. Lourd. Surtout par rapport à l'insertion de Et ces tous les jours demander pardon au bon Dieu voilà. pour les erreurs qu'on pourrait commettre. Oui, par rapport à cette insertion toujours des jeunes, est-ce que vous nouez des partenariats avec des entreprises locales ou bien des entreprises à l'international? Mais on n'arrête pas, c'est ce que l'on fait avec vous, c'est notre quotidien ça aussi, c'est une obligation. Et c'est là que je dois louer le travail que vous faites. Le fait d'avoir pensé, M. Dienne, cette équipe-là, le fait d'avoir pensé à mettre en place ce type de structure, je sais qu'il y a toujours une petite concurrence, mais l'engagement qui est là, la vision que vous avez, le champ large que vous intégrez, en allant jusqu'à des actions de cette nature-là, c'est que vous allez en profondeur. Et ça, nous n'avons pas le droit de ne pas aller dans la même voie, nous n'avons pas le droit de ne pas nouer de partenariat avec des structures comme la vôtre. Et comment il nous faut tisser.
Comment voyez-vous la convention ISM, AMD Corporate? Mais nécessaire, vital. Nous ne pouvons pas avancer, nous, sans des conventions de ce type-là d'abord. Ça, c'est une première chose. Il nous faut nourrir tous les jours ce type de convention, alimenter cela. C'est pour ça que nous avons en interne, nous, donc, une ou deux personnes en charge des relations avec les entreprises. Et ça, je vous y invite. Vous l'avez fait, vous avez fait cette démarche, vous êtes à nos côtés. Soyez encore plus présents et ne nous lâchez pas, nous avons besoin de vous. Ne vous en faites pas, ça risque de ne pas arriver. Donc, eu égard maintenant de ce parcours qui est un parcours militaire pour arriver jusque-là, jusqu'au point où vous êtes, malgré toutes ces difficultés que vous avez fait face à un moment, quel enseignement pourriez-vous donner aux jeunes qui sont désireux de s'ériger en modèle comme vous? Ce serait prétentieux de ma part de vouloir être un modèle. Je vous ai dit, il y a la chance, il y a la chance. Le bon Dieu fait ce qu'il a à faire. Maintenant, si je dois parler à des frères, à des sœurs, il y a un certain nombre de conseils, je pense avoir donné, j'ai une obligation de les donner, je pense. Le travail, et ça ils me diront, mais on l'a toujours entendu, le travail, et le travail. Et j'aime dire que dans mon pays, on a un problème dans notre relation au travail. On ne travaille pas suffisamment, on ne sait pas travailler. Donc la relation au travail est fondamentale. Aimer ce que l'on fait. Travailler, mais aimer le travail que l'on fait. Ça, c'est fondamental. J'invite les uns et les autres à beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de leur environnement. On est dans des contextes, dans un contexte international. Les dogmes s'imposent actuellement. Soyons un peu plus tolérants. Je suis attristé par ce qui se passe en Centrafrique. Faisons attention aujourd'hui. Donc beaucoup de tolérance du travail, de la rigueur. Vous avez parlé de parcours militaire. Vous savez, dans l'histoire de l'ISM, il y a eu de grands militaires, des chefs d'état-major qui ont été à mes côtés, qui ont occupé des fonctions de haut management, de direction générale, de contrôle général. Nous avons fait appel à des officiers supérieurs. C'est important, donc la rigueur, notre continent a besoin de rigueur. Et j'insiste beaucoup, l'ouverture d'esprit. S'intéresser aux autres. S'intéresser aux autres. Et je le dis parce que je sens une menace sur la jeunesse de mon pays. Le Sénégalais se replie de plus en plus sur lui. Alors que si on a beaucoup parlé du Sénégal à travers le monde, du Sénégal dans les organismes internationaux, parce qu'il y avait un Sénégalais ouvert au monde. Et le Sénégalais a besoin de s'ouvrir plus au monde. Et c'est sur ces paroles très enrichissantes et très émouvantes que je vais mettre un terme à mon questionnaire. Nous vous remercions encore une fois de plus de nous avoir accueillis. Ce fut un plaisir de nous entretenir avec vous. Merci à vous.